Bonjour à tous et bienvenue dans les 2 Geeks numéro 8. On est de retour en ce 2 septembre 2023, samedi matin, encore sur Twitch comme d'habitude en direct, vous connaissez. Donc on est réunis pour parler aujourd'hui de quoi ? Pour parler du Batman Day, parce qu'on a le programme du Batman Day qui est sorti. Batman Day qui aura lieu le 16 septembre prochain. On a un giga programme qui est sorti pour le Batman Day. Et je me suis dit que j'allais vous faire une bonne review dessus parce que il y a des choses à dire quand même. Ensuite, on parlera de la Suicide Squad de David Ayer, parce qu'on a encore eu David Ayer qui s'est confié sur son Suicide Squad, sur sa Suicide Squad. Il en a gros sur la patate, il faut le dire. Et on comprendra ou pas, c'est comme vous voulez, vous avez votre opinion. Et après, on aura quelques petites brèves, donc une petite édition, voilà. Pas quelque chose de faramineux cette semaine encore, mais on fait la review de l'actu tranquillement, ensemble. Batman Day 2023, le programme. Donc, le Batman Day 2023 cette année aura lieu le 16 septembre. Ça sera situé où ? Ça sera du côté de la Villette. Boum boum la Villette, là, le petit espace où vous pouvez retrouver notamment le nouvel escape game qui s'appelle Batman Escape. Oui, si vous n'êtes pas au courant, il y a un escape game Batman qui est ouvert à Paris. Je crois qu'il s'est lancé depuis quelques semaines seulement maintenant, parce que ça a mis un peu de temps, il y a eu un peu de retard. Mais en tout cas, l'escape game est là. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Je vous jure qu'un jour j'irai, c'est sûr. Il y a 3 salles, vous pouvez retrouver d'ailleurs dans l'escape game. 3 salles. Il y en a une sur le Joker, une sur le Riddler, et je crois que la dernière est sur Poison Ivy de mémoire. Je me trompe peut-être sur la dernière, je sais plus. Je crois que c'est ça. Et donc du coup, voilà, un escape game qui du coup a pris place avec un petit bar, etc. Il y a vraiment un grand espace qui a été ouvert du coup à l'effigie de Batman. Et de ces escape game Batman. Et donc, ils ont décidé, DC Comics France a décidé cette année que le Batman Day se passerait à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir voir plusieurs activités, conférences, des choses qui vont se passer du côté de Boom Boom Villette. Vous aurez notamment du côté du Batman Escape, du coup, vous aurez la possibilité de voir un espace kids, du coup. Vous allez avoir un espace kids qui va permettre aux enfants, voilà, de faire des batarangs, du coloriage, de l'origami. Il y aura des quiz, de la lecture, des jeux, des Lego, des fresques. Voilà. Un truc énorme. Ça sera un espace pour les enfants. Ça sera ouvert de 11 à 18h. Ensuite, vous aurez un espace rencontre, toujours à l'escape game du coup, sur l'espace de vie de l'escape game. Et de 11h à 20h30, vous aurez plusieurs choses qui vont se relayer. Il y aura notamment un club de lecture qui sera animé par Comics Guardian et Nicolas du site Batman Legend. Donc des personnes que vous connaissez peut-être sur les réseaux déjà, Comics Guardian sur YouTube forcément, à qui je salue. Et vous aurez également la possibilité d'avoir une rencontre artistique avec Anthony Jean et Julien Rico, qui sont des artistes que vous avez peut-être aussi vus sur internet. Julien Rico, vous pouvez le voir sur les réseaux. Moi je suis assez fan de son travail notamment, et donc il y aura une rencontre avec ces deux-là. Vous aurez aussi une conférence sur les femmes à Gotham City, et vous aurez même un show mixologue tout au long de la journée qui va être répété comme ça. Voilà, ça va être quelque chose d'assez important. Ça sera dans l'espace rencontre du Batman Escape du coup. Ça sera de 11h à 20h30. Et ensuite, à l'espace Boom Boom Villette, donc ça va être situé juste à côté, vous aurez une quiz room du coup qui sera organisée de 10h à 23h30. Je n'ai pas le timing, je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas il y aura plusieurs sessions d'une quiz room du coup de 10h à 23h30 pardon. Vous aurez également une artiste alley du coup de 11h à 18h. Vous pourrez retrouver des artistes, notamment les deux que j'ai cités qui feront une rencontre. Il y a Jofo notamment, voilà, il y a des artistes, j'ai plus tous les noms, mes excuses à eux, mais en tout cas vous pourrez retrouver bon nombre d'artistes qui viendront de 11h à 18h du coup faire un coucou ici. Et puis vous avez également une masterclass débat plus une séance de cinéma sur les 2 films de Tim Burton qui aura lieu à partir de 18h30. Comment ça va se passer ? À partir de 18h, voilà. À partir de 18h, vous aurez masterclass débat, voilà, il y aura un échange autour de Batman, et donc sans doute des films de Tim Burton, bien entendu, puisqu'ils suivront ensuite. Après cette masterclass, vous avez les 2 séances qui vont succéder, donc ça se terminera sur minuit ou au-delà, je crois. Je crois que le timing s'arrêtait un petit peu, le programme s'arrêtait.
Donc faudra voir, mais en tout cas, voilà, une grosse journée autour de Batman, qui est aujourd'hui le symbole DC Comics finalement. On peut quand même se dire que est-ce que le Batman Day aujourd'hui n'est pas plus que le Batman Day ? Je pense qu'aujourd'hui on a passé un cap. Quand on voit autant d'animations, autant d'activités et de conférences qui sont organisées sur une journée symbolique, on pourrait plus l'appeler DC Day que Batman Day du coup. Peut-être même devrions-nous organiser finalement des petites journées pour Batman, pour Superman comme ça, dans lesquelles on aurait des petites choses qui soient mises en place, notamment par Urban Comics, qui pourraient décider de mettre des comics Superman à l'honneur comme ils le font lors du Batman Day. Et puis avoir un DC Comics Day, ça peut être aussi intéressant de voir ça comme ça, parce qu'aujourd'hui on a vraiment l'impression que ce n'est pas seulement Batman qu'on fête, mais c'est tout DC. Donc voilà, c'est une grande réunion, et en tout cas les équipes de DC France du coup font un travail énorme pour organiser cet événement. L'année dernière c'était déjà assez colossal, mais alors cette année ils se sont encore surpassés. Ils profitent de l'Escape Game Batman qui est là, qui est ouvert pour vraiment faire en sorte que ce soit une vraie fête DC et Batman, et c'est très très cool. On les salue fort sur tout ce qu'ils mettent en place là-dessus. Et d'ailleurs dans le même temps, sachez que sur Warner TV Next, la chaîne, donc c'est ex-Toonami, avant ça s'appelait Toonami, ça a été renommé Warner TV Next, et bah sachez qu'à partir du 16 septembre, du coup au soir, vous retrouverez une émission, je crois que c'est une 20aine de minutes, ça s'appellera DC Team France. Il y a déjà 4 épisodes qui sont prévus par Terry LTAM du coup, avec des invités. Et on aura du coup un épisode qui devrait parler d'un personnage. Donc le 16 septembre, vous devriez avoir un épisode sur Batman, ça paraît logique, sur le Batman Day, avec comme invité Carole Quinten du coup. Donc voilà, vous aurez la possibilité de voir ça sur Warner TV Next France. Warner TV Next, il n'y a pas de France d'ailleurs derrière. Donc c'est l'ancienne chaîne Toonami, ça sera DC Team France. Donc voilà, les infos nous parviennent au fur et à mesure des semaines du côté de chez Warner Bros DC. On a l'impression qu'ils essaient de mettre des choses en place, mais que c'est un peu poussé à la va-vite. On essaie de mettre des trucs en place qui sont un peu... on a l'impression que c'est un peu bricolé au dernier moment. Mais bon, en tout cas, ça marche. Et il y a beaucoup de choses que... On voit qu'il y a du cœur qui est mis, et il y a vraiment un intérêt à ce qu'ils font. Et c'est super de voir un peu ce qui se passe autour de DC ces dernières années. On espère qu'au cinéma, ils s'en sortiront aussi bien que ça, du coup, maintenant, et que ils pourront bientôt faire la promo, ces gens pourront bientôt faire la promo de films dont on pourrait être fier. Ça serait bien. Donc voilà pour la première actu de la journée et de la semaine, c'était pour le Batman Day. En parlant de cinéma, Suicide Squad by David Ayer. Oui, la Suicide Squad de David Ayer. On a entendu une nouvelle interview de David Ayer qui se plaignait de nouveau sur son film. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, on peut dire une chose, c'est qu'en tout cas, il n'a pas été très aidé par le studio, par Warner Bros. Du coup, il s'est confié à John Bernthal. Vous savez, l'acteur John Bernthal qui jouait Shane dans The Walking Dead, notamment, que vous avez pu voir aujourd'hui à travers masse de production. Il a vraiment fait son trou. Il y avait une série que j'ai suivie il y a pas longtemps qui s'appelait du coup American Gigolo d'ailleurs avec lui qui était assez incroyable. Bref, un acteur qui commence à passer partout et qui a un petit podcast et qui a reçu David Ayer à cette occasion. Ils ont pu échanger notamment sur plusieurs choses et sur la Suicide Squad de David Ayer, forcément. Le film décrié, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un film dont vous avez forcément entendu parler et vous avez forcément une opinion sur celui-ci. Juste pour revenir sur les mots qu'il a eu à travers le podcast là-dessus, il a défini l'expérience du coup du grand Hollywood et donc de la Suicide Squad par Warner Bros. Comme observer quelqu'un que vous aimez se faire baiser par quelqu'un que vous détestez. Vous voyez un peu l'image ? Voilà déjà comment il définit en une phrase ce qui s'est passé pour lui, son expérience avec Warner Bros. Sur le film Suicide Squad. Voilà, il a l'impression que sa femme s'est fait par quelqu'un d'autre. Et donc en fait il raconte que juste après Fury du coup, qui est un de ses films que vous avez sans doute vu, si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller le voir parce que Fury c'est complètement fou, il est trop bien ce film. Et donc juste après Fury, j'avais la ville à mes pieds, j'aurais pu tout faire et j'ai tout fait. Puis je me lance dans cette aventure avec Suicide Squad. Et la même chose, authentique, sincère, faisons toutes les répétitions, plongeons vraiment dans nos âmes. Créons cette chose incroyable et collaborative, n'est-ce pas ?
Puis Deadpool est sorti, voilà le plus important, Deadpool est sorti et ils n'ont jamais testé Batman v Superman, donc ils s'attendaient à un résultat différent et ils ont été laminés par toutes les critiques. Ensuite, c'est comme s'ils avaient dit « D'accord, nous allons transformer le film sombre et profond de David Ayer en une comédie ». Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on peut comprendre, même en regardant le film. Simplement, on comprend que le film a été charcuté. Il n'y a pas besoin d'être un as du cinéma pour voir que le film a été charcuté dans tous les sens et que la vision qui nous a été apportée au final n'était pas forcément la vision que le réal David Ayer avait lui-même. Donc, du coup, voilà, il se plaint un peu, puis il va ajouter à tout ça, c'est comme le Schrödinger Cut maintenant, est-ce plus légendaire de le voir ou plus légendaire de ne pas le voir ? J'ai parlé à James Gunn, il essaie de comprendre tout ce gâchis. Ils veulent d'abord obtenir des scores au tableau. Oui, c'est ça, ils veulent d'abord obtenir, désolé parce que l'anglais, la traduction anglais-français, des fois, pas évident. Ils veulent d'abord obtenir des scores au tableau. Je la montre aux gens, mais c'est difficile parce que je veux passer à autre chose, je veux m'en guérir. En gros, ce qu'il explique tout simplement, c'est que voilà, il a été reçu par James Gunn qui lui a dit qu'il comprenait, qu'il allait essayer de faire quelque chose, etc. Mais qu'en même temps, Warner attend simplement des chiffres. Ils veulent que les films fassent du bruit, ils veulent que les films fonctionnent et rapportent de l'argent. Et lui, en tout cas, de son côté, quand il montre son cut aux gens, on vient lui dire « Mais mec, c'est génial, c'est ce qu'on aurait dû voir ». Et donc, le garçon, il n'arrive pas à passer à autre chose. Et on peut clairement le comprendre. Parce que sincèrement, quand tu vois vraiment ton œuvre se faire détruire en fin de compte et donc être modifiée et que tu es convaincu finalement que ce que tu avais à offrir est différent, ça peut se comprendre. Sachant qu'on parle d'un mec quand même qui a, disons-le, une filmographie qui est assez singulière. Je vous rappelle quand même la filmographie de David Ayer. C'est Bad Times, c'est Au bout de la nuit, c'est End of Watch, c'est Fury. Donc, pour la plupart, c'est des polars urbains. Vous voyez le truc ? On n'oublie pas qu'aussi qu'il est au scénario de Training Day et de SWAT, le film SWAT Unité d'élite avec Samuel L. Jackson et Colin Farrell. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision très urbaine, très polar. Voilà, et vous voyez, là, les polices, les ripoux, tout ça, c'est genre quelqu'un qui a une vision singulière. Est-ce que cette vision que vous avez vue à travers tous ces films, parce que même à travers Fury, vous avez peut-être, c'est complètement différent, mais à travers Fury, vous retrouvez quand même sa patte, son style. Mais est-ce que quand vous avez vu toute sa filmographie comme moi je l'ai vu, est-ce que vous pensez sincèrement que ça, Suicide Squad qu'on a vu en finalité, peut vraiment ressembler à un film de David Ayer ? Non. Moi, je suis désolé, je suis convaincu que ce n'est pas un film de David Ayer. Son nom y est, c'est lui qui a tourné les scènes, c'est lui qui a dirigé les acteurs. Mais toute la modification que le film a subie derrière, c'est pas de son ressort. Et à la fin, ça ne ressemble pas à un film de David Ayer, disons-le. Donc voilà. Il y a des discussions au sujet d'une release de son cut, etc. En tout cas, c'est ce qu'il crie haut et fort sur tous les toits. Aujourd'hui, on a plus envie de voir son cut par curiosité que par conviction. Voilà, moi j'ai pu faire partie de ceux au départ qui disaient mais non, c'est pas normal, on veut la vraie version du film, etc. Maintenant, j'ai lâché l'affaire depuis un moment. Voilà, on évite d'être parmi les gens un peu trop obnubilés par le Snyderverse et toutes leurs histoires là. On reste un petit peu où on est aujourd'hui, ça serait beaucoup plus par curiosité parce que David Ayer, un réal que j'aime beaucoup, que voilà, moi la Suicide Squad, de mon avis, si vous voulez mon avis, j'ai pas détesté, j'ai trouvé que c'était charcuté, je pense qu'il y a des choses qui auraient dû être différentes, mais j'ai tout de suite compris que ce n'était pas le film de David Ayer surtout. Et parce qu'en plus, il y avait BVS avant, disons-le, Batman v Superman, on a subi quelque chose avec Batman v Superman qui montrait en fin de compte tout ce qu'allaient devenir les films d'ici par la suite. Et on pouvait tout de suite s'attendre à un truc en se disant non, ok. Et donc moi je trouve le film pas si mal. Je trouve que ce qui est reproché au film d'ailleurs, au-delà du charcutage, parce que le charcutage, il n'y a pas à revenir dessus. On sait qu'on le doit à Warner. On sait que c'est eux qui ont charcuté le film. Donc je pense qu'aujourd'hui les gens ne critiquent pas finalement le charcutage du film. Ils critiquent plutôt le propos, comment c'est mis en avant, voilà ce qui a été fait exactement, etc. Et le problème en fin de compte a été que pour moi, voilà, c'est pas le film de David Ayer. On a fait beaucoup de choses pour essayer de le tourner comme une comédie, quelque chose qui n'est pas drôle. Et on a reproché des choses au film qui, pour moi,
si tu les reproches à l'un, tu les reproches à l'autre. Et je parle du film de James Gunn, que moi, personnellement, j'ai pas forcément aimé. Je trouve qu'aujourd'hui, dire à la Suicide Squad de David Ayer, ouais, mais c'est des méchants qui sont pas méchants, bah je suis désolé, vous regardez la Suicide Squad de Gunn, c'est exactement pareil, c'est des méchants qui sont pas méchants. C'est pas parce qu'on t'a tué 3 personnages au tout début qui avaient l'air d'être des gros cons que ça justifie que ton film soit un film sur les méchants. Non, à la fin, finalement, ils tournent pas les talons, ils vont sauver la veuve et l'orphelin, et puis voilà. Alors que c'est pas à eux de le faire, ils avaient juste à attendre la Justice League. Moi, j'ai une théorie que j'ai vue avec... on en avait parlé avec Natko à l'époque. Notre truc était de dire la finalité du film aurait dû être différente. Ils n'ont pas à tourner les talons et à faire les héros. Non, si c'est une vraie équipe de Suicide Squad et des gens qu'on n'a rien à foutre et que c'est des vilains, et bah, ils reprenaient leur navette, ils se barraient. Et puis, au fond, au loin, on voyait la Justice League arriver. On voyait des ombres avec la Justice League qui s'occupait de Starro et c'était finito. Et le film aurait pu être réussi. Son propos de vilain aurait été réussi. Que là, le propos de vilain n'est pas tenu. Et c'est la même chose que ce qu'a fait David Ayer. Des vilains qui se retrouvent à retourner leur veste pour pouvoir sauver la veuve et l'orphelin alors qu'à la base ils en ont rien à faire. C'est la même chose. Donc vous pouvez pas reprocher quelque chose à l'un et pas à l'autre. Pour moi c'est pareil. Donc voilà, chacun a son avis, son opinion sur le film. Vous avez un peu le mien. Je vous rappelle quand même que la Suicide Squad de David Ayer a quand même fait 747 millions de dollars au box-office. Donc, c'était une autre époque, mais quand même, voilà, à une époque où les gens s'intéressaient davantage aux films de super-héros, une époque où les gens étaient curieux également de découvrir les films DC Comics après Batman, Superman, tout ça. Donc voilà, mais tout ce qu'on peut en retenir de tout ça, simplement, et ce que dit David Ayer depuis quelques années maintenant, pousse à croire que Warner Bros, qui était reconnu comme étant la major, qui laisse travailler les réalisateurs, qui laisse les artistes s'exprimer, etc., et bah, cette entreprise n'est plus ce qu'elle est. Depuis quoi 2013, j'ai envie de dire, il y a eu le changement de président, j'ai plus les noms, mais c'est à cette époque qu'on a changé les présidents, qu'on a essayé d'effectuer des nouvelles choses au sein du board en fait, de Warner Bros. Et bah, bizarrement, depuis cette époque-là, on ne laisse plus réellement les réalisateurs s'exprimer, ou très peu. On les enferme, on essaie de les cloisonner et on essaie de les mettre dans un truc qui ne fonctionne pas. Voilà, ce que Marvel, Disney fait aujourd'hui, de vouloir mettre ses réalisateurs et de les cloisonner, de les enfermer dans quelque chose en les limitant, et bah des fois ça marche. Je veux dire, voilà, James Gunn avec les Gardiens de la Galaxie, pour moi ça marche. Mais par contre, voilà, on met des garde-fous. Mais par contre, au-delà de ça, et bah Warner Bros n'est pas reconnu comme tel. Et Warner Bros qui essaie de faire cette gestion que Disney sait faire depuis des décennies et eux ne savent pas faire, et ben voilà ce que ça donne. Ça donne des films catastrophiques, ça donne des films où on décide de changer, le scénario raconte A et à la fin on essaye de raconter B mais en ayant tourné A, et ça peut pas fonctionner. Donc voilà, tout ce qu'il y a à en retenir, c'est que Warner Bros ne fait plus confiance à ses réalisateurs, que l'ère des super-héros au cinéma a foutu un bordel pas possible sur l'approche du cinéma, des films et du grand Hollywood. Et voilà, et ça en est décevant et on peut plus faire confiance au quoi que ce soit, il faut aller voir les films. On peut pas savoir, on peut avoir le plus grand réalisateur de l'univers, on peut même pas savoir si ça sera bien, étant donné qu'ils ont du mal à laisser vraiment courir tout ça, quoi. On continue avec les brèves de la semaine du coup. Je vais vous parler de quelques petites choses que j'ai notées. Le premier, c'est le PlayStation Portal. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Le PlayStation Portal vendu à 220€. La console remote, non pas cloud, remote. Vous pouvez jouer à distance depuis votre PS5, mais vous ne pouvez pas jouer en cloud gaming. Attention, vous ne faites pas avoir quand vous allez dépenser vos 220€. Ouais, quand même. Pour un écran LCD, disons-le. Bon, voilà. Et bah écoutez, on a la date. Ça sortira le 15 novembre prochain. Donc c'est bien le 15 novembre prochain que je ne dépenserai pas mon argent pour PlayStation. Merci encore PlayStation de fournir des produits de ce genre qui font que je ne regrette absolument pas de dépenser mon argent chez vous. Bon, j'ai acheté la PS5 Day One, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça sortira le 15 novembre prochain en tout cas. N'oubliez pas de ne pas vous faire avoir. Vous pouvez jouer si vous avez une console à côté. Vous pouvez streamer finalement votre console sur votre PlayStation Portal. Mais vous ne pouvez pas jouer en cloud gaming. Vous ne pouvez pas vous connecter à un réseau, etc. Et surtout, les accessoires, il n'y a pas de Bluetooth. Vous ne pouvez pas mettre votre casque personnel sur le PlayStation Portal. Si vous voulez des écouteurs, des casques, il faut acheter les accessoires PS. Donc c'est-à-dire que si vous voulez le PlayStation Portal
et que vous voulez jouer avec du son, alors je pense, d'ailleurs j'ai pas l'info, mais je pense que quand même qu'il y a des haut-parleurs quand même sur le truc, mais si vous voulez pas jouer avec les haut-parleurs et que vous voulez jouer avec un casque ou des écouteurs, alors il y a un port jack, donc peut-être que des écouteurs avec un port jack vous pouvez les mettre dessus, ça ok. Par contre si vous comptez utiliser un casque Bluetooth ou des oreillettes Bluetooth ou quoi, et ben vous allez devoir dépenser 220 € supplémentaires, ce qui monte la note à 440 € pour acheter le PlayStation Portal plus un accessoire d'écoute. Voilà. Faites ce que vous voulez. Moi je vous donne les infos, vous dépensez votre argent comme bon vous semble. Moi je ne le ferai pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a hier soir le World First de Destiny, le nouveau raid de Destiny, enfin nouveau que dis-je, ancien raid de Destiny. Je vous parle un petit peu de Destiny 2 parce qu'hier c'était la World First du raid de Cropta. Cropta, c'était le premier raid de Destiny 1. Voilà, c'est un raid qui a traversé les âges et qui nous est redonné aujourd'hui dans Destiny 2 à partir de ce week-end. Donc du coup, on a eu l'équipe de Salta Grepo, l'équipe Elysium. Salta Grepo étant un créateur de contenu sur Destiny, si vous connaissez un petit peu. Voilà, qui ont terminé les premiers le raid, du coup, qui ont encore gagné parce que c'est pas la première fois qu'ils gagnent. Du coup, ce sont les World First, les premiers à avoir fini le raid, et ils ont fini avec, tenez-vous bien, 1 minute et 5 secondes d'avance sur la deuxième équipe. Il y a 1 minute et 5 secondes qui départagent l'équipe 1 de Salta Grepo et l'équipe 2, et d'ailleurs je ne sais pas qui est l'équipe 2 au final. Dites-vous, 1 minute et 5 secondes, c'est incroyable. On peut presque dire 65 secondes, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'il y a 2 équipes qui se tenaient et il y en a une qui finit avec 1 minute d'avance sur l'autre pour le World First. Si vous connaissez pas trop Destiny 2, je peux vous jurer que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. En tout cas, voilà, le nouveau raid sera disponible du coup là pendant 48 heures, donc depuis hier 19h. Il est disponible jusqu'à dimanche soir en mode contest, du coup, le mode concours, sur lequel vous pouvez gagner un emblème limité. J'espère pouvoir tenter ma chance avec les copains de la Atlas qui doivent le terminer aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas terminé cette nuit, mais je suis peut-être passé à côté de l'info. Donc voilà, et puis à partir de dimanche 19h, vous aurez le raid en mode normal qui sera légèrement plus facile quand même, disons-le. Et donc nouveau raid de Destiny. On continue à parler un petit peu gaming, puisque mauvaise nouvelle, et très mauvaise nouvelle même, parce que ça fait jamais plaisir d'entendre ça, mais le studio Volition Games ferme ses portes. Un studio qui a 30 ans, un studio vieux de 30 ans quand même, dites-vous bien, qui a sorti notamment les jeux Red Faction et la saga Saints Row, notamment le dernier reboot, bien entendu. Et la propriété d'Embrace Group, du coup vous savez que maintenant les studios ils peuvent pas trop rester esselés, ils sont obligés d'être supportés par des gros propriétaires. Et le propriétaire Embrace Group a décidé de mettre en place un plan de restructuration il y a déjà plusieurs mois de ça, et malheureusement les 2 derniers volets de Saints Row, qui est la licence phare de Volition Games du coup, les 2 derniers volets de Saints Row sont pas des grands succès. Donc de ce fait, Embrace Group a décidé dans son plan de restructuration de fermer le studio Volition Games. Voilà, c'est très dommageable. Ça fait un peu moins de peine quand c'est des studios qui ont 1 ou 2 ans, ou même un petit peu plus, dans le sens où on a l'impression que ça a moins marqué en fait l'histoire, et que c'est des gens qui sont lancés dans un projet et que ça n'a pas été au bout. C'est toujours moche, disons-le. Mais alors là, un studio qui a 30 ans quand même, qui a sorti la licence Saints Row, elle a quand même vécu un certain moment. Je peux vous jurer que c'était quoi Saints Row 2 ? Moi, Saints Row 2, qu'est-ce que j'ai pu jouer ? Le 2 et le 3, je crois que je les ai fumés. C'était vraiment génial. Après, c'est un peu parti en cacahuète, et je pense que c'est ça qui a perdu un peu qui a perdu le propos, et qui a dilué un peu le propos au final, et les joueurs ne se retrouvaient plus vraiment. Voilà. Aller tabasser des passants avec un God Miché, c'est drôle 5 minutes, mais quand tout ton jeu est tourné autour de ça, effectivement, c'est pas dingue, disons-le. On passe un peu aux côtés des séries. Parlons séries un petit peu. Et je vais vous parler de Craig Mazin. Si vous ne savez pas qui est Craig Mazin, c'est le showrunner de la série The Last of Us.
Et oui, parlons de The Last of Us. Craig Mazin, malheureusement, a confirmé le retard de la saison 2. Effectivement, vous le savez, il y a une grande grève depuis le mois de mai. Les scénaristes sont en grève, les acteurs sont en grève. Et d'ailleurs, la grève pourrait s'étendre aux jeux vidéo. C'est l'occasion pour moi de vous le dire. La grève pourrait s'étendre aux jeux vidéo. Donc ne vous étonnez pas. Des reports, il y en a. Je vous en parle juste après. Et il y en a encore à venir, c'est certain. En tout cas, Craig Mazin a expliqué du coup. Donc voilà, je pense qu'il devient pratiquement certain que nous ne pourrons pas commencer le tournage au moment où nous l'espérions. Voilà, j'ai également écrit et soumis le scénario du premier épisode et je l'ai envoyé à HBO vers 22h30 ou 22h40, juste avant le début de la grève à minuit. Donc là, l'info, elle est incroyable, elle est croustillante. C'est genre, le gars, il a écrit le scénario du premier épisode de la saison 2, il a fini de l'écrire genre 1h30 avant la grève. Parce que je vous rappelle, les scénaristes sont en grève, c'est-à-dire que tu n'as plus le droit d'écrire de scénario à Hollywood. Tu fais partie de la convention de Hollywood, là, tu ne peux pas écrire de scénario, tu es en grève. Et donc du coup, le mec, il a fini son scénario du premier épisode 1h30 avant. La transpi. Il a envoyé son mail à HBO, et voilà. Donc qu'est-ce que ça donne exactement, cette info ? C'est que, on sait qu'il y a un report, on sait qu'il va y avoir un retard. Pas report parce qu'on n'a pas de date, mais on sait qu'il y a un retard. Donc lui, en fin de compte, déjà, l'avantage, c'est qu'il y a un scénario qui est parti chez HBO. Vous doutez bien que les scénarios, ils sont pas lus dans les 24 heures. Les mecs, ils mettent plusieurs semaines à lire des scénarios et à donner leur retour et à prendre des décisions, etc., etc. Donc, la bonne chose, c'est que le scénario de premier épisode a été envoyé. Donc ça veut dire que pendant la grève, ils ont largement le temps du coup de lire le scénario, d'avoir un peu les... Parce que je pense qu'il y a les grands arcs finalement de la saison qui ont été mis en place. Donc, et de prendre la décision de dire ok, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on met comme budget sur la table, qu'est-ce qu'on fait, machin truc, où est-ce qu'on va tourner, etc. Tout ça, c'est des réflexions qui sont autorisées parce qu'on n'est pas dans le cadre de la scénarisation du coup, et on n'est pas dans le cadre du tournage, donc les acteurs qui sont en grève ne sont pas impactés. Donc tout ce qui est production hors scénario et hors tournage, c'est ok. Donc ça veut dire que la série peut quand même continuer à avancer. La saison 2 va continuer à avancer. On peut plus écrire de scénario, donc si les autres épisodes sont pas terminés, on peut pas les terminer. Par contre, on peut prendre des décisions en se disant ok, on se dirige vers telle chose, donc du coup on sait qu'on va faire telle chose, on prend telle décision. Donc voilà, c'est pas la mort, mais en tout cas on va pas pouvoir partir en tournage comme il était prévu à la base. C'est ce que Craig Mazin nous confirme. Il a également dit, si vous voulez l'info, c'est que il confirme que tout le monde peut mourir à tout moment et il cherche à avoir une approche audacieuse. Voilà. Qu'est-ce qu'on comprend à travers ça ? Qu'ils vont peut-être essayer de nous surprendre en prenant d'autres choix que ce qui s'est passé dans les jeux, notamment dans The Last of Us Part 2. Voilà, on verra un petit peu ce qu'il en est. Mais en tout cas, on confirme le retard. Également, des retards, des changements, il y en a chez Marvel Disney, vous le savez. Voilà, encore du changement. Et vous vous rappelez peut-être de la série Agatha House of Harkness, vous vous souvenez ? Elle a changé de nom. Elle est devenue Agatha Coven of Chaos. Ok ? Rechange de nom. Du coup, c'était pas assez compliqué. Là, on fait plus simple. Ça va s'appeler Agatha Darkhold Diaries. Ok ? Donc voilà. 3e changement de nom pour Agatha, du coup. Qui, pareil, on n'a pas non plus de nouvelles. On sait que ça sortira pas là, mais globalement, en tout cas, voilà, on change de nom pour Agatha. Et il y a d'autres séries qui sont impactées, c'est-à-dire qu'on n'a plus de date pour Ironheart, la série Ironheart, du coup on n'a plus de date, hop, c'est parti de côté. Echo est repoussée, la série Echo est repoussée de novembre à janvier 2024. L'info, ça sera que tous les épisodes seront dispo simultanément, ce que Disney Plus fait très rarement. Tous les épisodes d'Echo seront disponibles à la date de disponibilité en janvier du coup de Echo. La saison 2 de What If arrive en décembre, ça y est, enfin, ça aurait dû sortir en début d'année, ça a été repoussé, là ça sort en décembre, c'est parfait. Et la série animée X-Men 97, le revival de l'animé X-Men de 1992, arrive enfin. Ça devait pas sortir cet automne, c'est un petit peu repoussé, ça arrivera début 2024. Mais on y arrive, X-Men 97, ici depuis que j'ai eu l'annonce, je suis comme un fou. J'attends X-Men 97 avec grande impatience. Ça arrivera début 2024.
Et vous inquiétez pas, il y a déjà une seconde saison qui est en développement, hein. Donc on aura une suite, c'est certain. Donc voilà, pour ce qui en est de Disney Marvel, voilà, ça bouge, hein, ça bouge beaucoup. On sait également que Disney Marvel a décidé d'assainir un petit peu ses projets, voilà, d'envoyer plus de qualité et moins de chiffres. Voilà, on a compris, on a mis le temps, hein. On a mis le temps, mais on a enfin eu les neurones qui se sont un peu touchés là-haut en se disant « Ah, peut-être qu'en fait, on galère un petit peu parce qu'on les met un peu sous l'eau les gens avec nos productions et qu'en les mettant sous l'eau, on fait des productions à grande échelle, trop rapidement, etc. Et que du coup, on met pas assez de qualité. Et finalement, les gens sont pas si cons, hein. On pensait que les gens étaient bêtes. Et du coup, ils sont pas si cons que ça. Donc, non, faut travailler, les gars, en fait. On va travailler d'abord. Les scénarios, là, on coupe les ordinateurs. Les IA qui écrivaient les scénars, là, on coupe. On coupe les IA, on va remettre des vrais scénaristes. D'ailleurs, on va peut-être les payer, d'ailleurs. Ce serait pas mal, payer les scénaristes. Voilà où on en est, les amis. Voilà où on en est du côté de chez Marvel. C'est pour ça que pas mal de projets sont repoussés. D'autres complets comme Ironheart n'ont plus du tout de date de sortie. Est-ce qu'elle pourrait être annulée déjà, Ironheart? Peut-être, hein, on ne sait pas, hein. Ça fait partie des personnages. On l'a vu dans Black Panther Wakanda Forever. Ok, très bien, elle a rien apporté. Enfin, Ironheart, je suis désolé, hein, mais pour moi, ça sert à rien. Voilà, donc je ne sais pas. Est-ce qu'on peut aujourd'hui annuler Ironheart? Je pense que c'est faisable. Mais il va falloir vraiment faire attention à ce qui va se passer du côté de chez Disney Marvel parce qu'au-delà de la grève qui impacte les productions comme Deadpool, au-delà de ça, on sent bien que la volonté, elle est d'assainir un petit peu les choses et d'emmener un peu plus de qualité sur les projets, de travailler davantage les projets pour pouvoir enfin faire réexploser le box-office. Parce que disons-le, le Covid, c'est un peu derrière nous. Voilà, on vit sans trop s'en préoccuper aujourd'hui. En tout cas, je parle pour moi, mais je vois beaucoup de gens qui vivent sans trop s'en préoccuper. Mais pour autant, les cinémas ne vivent pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait de Suicide Squad. La Suicide Squad de David Ayer, décriée comme elle a fait 747 millions au box-office. La Suicide Squad de James Gunn, qui est sortie pendant le Covid, etc. Donc compliqué, mais elle a fait combien? À peine 200, je crois. 180, un truc comme ça. Les films qui sortent récemment ne font pas beaucoup. Là, on a Barbie qui a explosé les compteurs. Ça montre que si on arrive à faire des productions qui attirent, on peut de nouveau exploser les compteurs au cinéma. Mais pour ça, les gars, il faut bosser. Il faut mettre un peu de qualité dans vos productions. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc Barbie et Oppenheimer sont voilà, des exemples de ce qu'il faut faire au cinéma pour vraiment pousser les gens à retourner au ciné. Et on espère que Marvel, Disney, Warner Bros, DC, du coup, prennent note de tout ça et nous sortent enfin des bonnes choses quand même. On passe du coup à un côté un peu cinéma. On a parlé de série, on va parler de ciné. Je vais vous parler d'Antoine Fuqua un tout petit peu dans la brève là. Antoine Fuqua, si vous ne le connaissez pas, mettez-vous à jour quand même. Réalisateur de Training Day, j'en parlais tout à l'heure, scénario de David Ayer, réalisateur de Shooter, tireur d'élite avec Mark Wahlberg, un bon film repris d'un bouquin. Réalisateur de La Rage au ventre aussi, que vous avez peut-être jamais vu avec Jake Gyllenhaal sur un champion de boxe. Il est incroyable ce film, regardez-le. Et forcément la trilogie Equalizer, on aura Equalizer 3 qui sort à la fin du mois de septembre. Voilà, donc Antoine Fuqua en fait dans une interview pour Equalizer 3 du coup, il a eu l'occasion de parler un peu, voilà, on lui a posé la question à savoir est-ce qu'un projet super-héroïque ça pourrait t'intéresser, etc. Et vous savez ce qu'il a répondu, le bougre? Celui auquel je me connecte le plus serait Batman. Pour une raison quelconque. C'est probablement parce que j'ai grandi avec lui, j'ai vécu à New York et il me semble simplement être un personnage que je comprendrais un peu mieux, mais il n'y a pas eu d'autres conversations à ce sujet. Je peux vous jurer que quand j'ai vu cette info, je me suis dit mais quoi? Mais donnez-lui un film! Non, donnez-lui s'il vous plaît. Parce que là, on est en train de nous coller Andy Muschietti sur un Batman. Après son The Flash horrible, on est en train de nous coller Andy Muschietti sur un Batman, mais je vais péter un plomb en voyant ça. Alors qu'on peut avoir Antoine Fuqua? Comment ça? Pardon? Comme si la vision sombre d'Antoine Fuqua et cette manière un petit peu de mettre ses protagonistes, en danger quelque part,
Et puis la trilogie Equalizer, on a vu que les deux pour l'instant, on n'a pas vu le 3, mais les deux films d'Equalizer, on parle clairement, c'est presque un super-héros le gars, vous voyez ce que je veux dire, c'est un vigilante quoi, voilà, et donnez-lui Batman, putain, merde. Mais que font les studios, je vous jure, qu'est-ce qu'ils font dans leur bureau là, en vrai? Écoutez les gens qui parlent, c'est important. Nous on veut ça. Donc sachez qu'il était déjà en pourparlers avec Marvel et Sony par le passé. Marvel, on n'a pas le projet, par contre Sony, il était en pourparlers pour réaliser Morbius. Et finalement ça s'est pas fait. Quand on voit Morbius, on se dit tant mieux. Même s'il aurait amené, à mon avis, quelque chose de beaucoup plus profond sur Morbius que ce qu'il en est aujourd'hui. Mais voilà, l'info, c'est que Antoine Fuqua aimerait diriger un film Batman. Mais putain, sans déconner. Je suis désolé de ma vulgarité, mais moi, alors ça me sidère de voir des mecs comme ça, là, qui sont prêts à aller dans ce genre de film. Et on leur laisse pas la main. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec David Ayer, c'est que la Warner ne laisse pas libre cours à ses artistes, à ses réals. Si jamais ils prenaient des décisions de ce genre, ils mettaient Antoine Fuqua sur un film Batman, mais c'est comme de décider de mettre Matt Reeves. Mais aujourd'hui, en fait, tu dois montrer patte blanche. Il faut absolument que tu montres quelque chose. Et en fait, comme Matt Reeves, il a déjà fait rentrer de l'argent avec La Planète des Singes chez Warner, bah du coup, lui, c'est comme Nolan. C'est tu veux faire ton truc, vas-y, toi, t'as le droit. On va regarder un petit peu, mais t'as le droit de faire ton projet. On a confiance. Par contre, toi, Antoine Fuqua, non, on sait que tes films, il y a des gens qui aiment bien, mais bon, tu sais, c'est un peu sombre quand même. Nous, tu sais, on aime bien quand on rigole un peu comme Marvel. Tu sais, faut qu'on fasse des entrées au cinéma. Putain. Mais donnez-lui The Brave and the Bold, là, s'il vous plaît. Donc voilà pour l'info, on va passer à la dernière bref qui est aussi du cinéma, mais du cinéma qui sort en VOD, puisque Teenage Mutant Ninja Turtles, les TMNT Mutant Mayhem, ou en français Teenage Years, qu'est-ce que c'est nul comme titre, et le film sort en VOD aux USA, ça y est, il est sorti en VOD je crois hier, aux USA. Il a seulement fait 138 millions de dollars au box-office mondial, c'est très peu, alors il a coûté que 70. Donc on peut dire que c'est un succès, mais après ça vaut pas tout le coup marketing derrière, la post-prod qui n'est pas comptée dans le budget. Ça fait quand même pas beaucoup. Donc en fait, après 4 semaines d'exploitation cinéma, écoutez, Paramount a décidé finalement de sortir le film en VOD pour essayer d'exploiter le film en VOD et d'essayer d'en retirer encore de l'argent, peut-être de profiter d'une légère hype en se disant les gens vont pas au ciné, mais si on leur met en VOD, peut-être qu'ils regarderont, et dans 6 mois il sera trop tard parce qu'ils auront oublié le film, donc faut peut-être l'exploiter maintenant en VOD. Il y a peut-être cette idée derrière. En tout cas, il faut savoir que le film a une grosse concurrence, il est sorti en même temps que Barbie, Oppenheimer, Mission Impossible, Dead Reckoning, enfin voilà, donc il avait du très lourd en face, la fenêtre de sortie était peut-être pas au petit. Il a pas su profiter du tremplin d'Across the Spider-Verse qui pourtant a cartonné et a poussé les gens à aller voir de l'animation. Et le problème, on peut peut-être s'en plaindre, en tout cas en France, ce qu'on peut retenir, c'est que le marketing était dirigé plutôt vers des enfants, alors que c'est pas du tout un film d'animation pour enfants, mais vous voyez, on a encore cette pensée assez bas du front, quoi, en mode l'animation c'est pour les enfants, voilà. Et donc on est venu de coller un doublage qui est, le casting vocal français, et je sais pas, je dis pas que c'est nul, j'ai pas vu le film, donc je peux pas juger des qualités de chacun, mais pour moi ça vend pas du rêve, c'est du c'est du Starcast à tout point de vue. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai vu des extraits et je trouve que ça c'est pas catastrophique, mais ça intéresse pas trop. Et puis en dehors de ça, l'exploitation en France, pas beaucoup de versions originales sous-titrées au cinéma. On sait que les trentenaires un peu geeks, ils aiment ça, la VOST, tout ça. Là, on n'a pas fait en sorte d'exploiter le film pour ce genre de catégorie de personnes. Donc, du coup, le film, il floppe un peu, quoi. Et je pense qu'aux États-Unis, à mon avis, c'est un peu la même chose. Ils sont peut-être plantés sur un point, ce qui fait que, c'est un léger flop. Ça sort en VOD. Donc vous allez pouvoir le découvrir vous pouvez le découvrir soon, parce que c'est au VOD US, pas en France bien sûr, mais en tout cas ça dort au VOD aux US, vous l'aurez à n'en pas douter d'ici quelques semaines ou mois, il n'y a pas de problème là-dessus. On parle des sorties comics pour terminer, les amis, les sorties comics.
parle de quoi? On parle de Urban Comics et l'intégrale tome 1 de Gideon Falls de Jeff Lemire. Voilà. Urban Comics qui nous sort cette semaine le premier intégral de Gideon Falls. Donc de quoi ça parle? Je vous fais le pitch un petit peu. C'est Norton Sinclair est un jeune homme perturbé, marginal et légèrement paranoïaque, persuadé que les déchets des citadins renferment les clés d'une conspiration d'envergure. Il accumule, classe et livre ses conclusions hallucinées au sujet d'une grange noire au Dr Xu, la psychiatre qui le suit depuis sa sortie de l'hôpital. Ailleurs, dans la petite bourgade de Gideon Falls, le père Fred prend contact avec la nouvelle communauté dont il a désormais la charge après la disparition subite du précédent prêtre. Au cours de sa première nuit sur place, une sinistre grange noire vient ponctuer une série d'événements pour le moins dérangeants. Donc voilà, j'ai pas lu Gideon Falls, par contre j'en ai entendu que du bien. Je crois que c'est une série un peu noire, un peu horrifique, légèrement. Donc écoutez, si vous voulez découvrir ça, il y a l'intégrale 1 qui sort cette semaine par Urban Comics que vous pouvez découvrir. Et du côté de chez Panini, vous aurez deux choses. Il y aura le tome 3 de Punisher, la fin du Punisher par Jason Aaron. Voilà, après son affrontement contre Ares, le dieu de la guerre, la mission entreprise par Frank Castle prend une dimension inégalée. Vous savez que c'est toujours difficile de vous résumer des tomes qui sont pas les premiers, parce que souvent en fait dans la description du tome 3 on vient un peu te spoiler le tome 2, donc du coup voilà, c'est assez délicat. Et le deuxième comic book que j'ai relevé chez Panini, c'est Strange Academy, dernier jour de cours par Scotty Young. Du coup, le corps étudiant est divisé en deux factions qui s'affrontent pour la sauvegarde de l'école, de la magie et du monde. Oui, messieurs, dames, du monde carrément. La Strange Academy, j'ai jamais lu cette série, donc je ne connais pas, mais il paraît que c'est pas mal. Donc voilà. Voilà ce que j'ai retenu pour vous aujourd'hui, les amis. Et il est temps pour nous de se dire au revoir YouTube, à bientôt YouTube, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch, à vous tenir informé, à rejoindre le Discord, les réseaux pour savoir tout ce qui se passe et savoir ce qui va arriver, quand, comment, pourquoi, et à mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage, tout ce qu'il faut sur YouTube. Merci à vous, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!